Bonsoir, vous suivez Deux sons de cloche, le magazine de débat contradictoire que produit la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni à New York mardi et mercredi, a appelé les acteurs politiques congolais à se mettre autour d'une table pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. La campagne pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces a démarré et ces scrutins auront lieu ce samedi 26 mars 2016. Thème principal de cette émission, l'organisation des élections en RDC. Est-ce un débat politique ou technique? Pour en débattre, 4 invités sur ce plateau de télévision. Il s'agit d'abord de Maître Pepin Guillaume Manjolo, cadre de l'ULDC, parti cher à Raymond Tchibandantunga Moulongo, ministre congolais des Affaires étrangères et également communicateur de la majorité. Bonsoir Maître. Bonsoir. Ngoï Mbayo, président de la CDTU, un parti membre de la majorité présidentielle. Il est également communicateur de cette plateforme politique. Bonsoir. Bonsoir madame. Maître Zachary Kenda, de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, donc vous êtes juriste et cadre de ce parti politique. Bonsoir. Le peuple d'abord. Merci. Madame Léonie Kandolo, membre de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous classe plutôt dans l'opposition ou au Front Citoyen, c'est ça? Moi, je me classe pas comme ça. Je me dis que c'est vrai que je suis membre du Front Citoyen parce que j'ai signé l'acte du Front Citoyen, mais disons que je suis une personne qui milite pour le respect de la Constitution. Ah, donc vous êtes société civile, je l'ai dit. Voilà. Première question, vous avez également l'honneur d'ouvrir le débat. C'est le mois de mars, donc honneur aux dames. Première question, j'ai dit, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui a fait sa déclaration et les Nations Unies sont prêtes à soutenir l'organisation des élections en RDC. Et les Nations Unies, justement, invitent la classe politique congolaise à se mettre autour d'une table, à discuter pour des élections apaisées dans ce pays. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi de plus normal? Bon, je pense d'abord que les élections, c'est quelque chose de normal dans un pays, dans une démocratie. Les élections sont des choses normales. Les élections sont constitutionnelles. Donc, je crois que majorité, opposition, société civile, tout le monde sait que nous sommes pour des élections. Que ces élections doivent, si elles veulent être acceptées par tous, organisées de la meilleure façon avec, bien sûr, un fichier électoral accepté par tous, un fichier électoral digne de ce nom. Donc c'est vrai que quand il se pose des problèmes, il faut en parler. Mais est-ce que les problèmes, comme on va le dire, est-ce que ce sont des problèmes techniques? Est-ce que ce sont des problèmes politiques? Est-ce qu'il y a la volonté politique de faire des élections? Est-ce qu'il y a la volonté politique de respecter la Constitution et les délais constitutionnels? Donc je pense que c'est peut-être autour de tout cela qu'il faut peut-être s'asseoir et parler. Mais s'asseoir et parler en d'autres termes, c'est le dialogue. C'est ça que j'allais vous dire. Ça dépend ce qu'on appelle un dialogue. Quand on veut dialoguer, si les thèmes du dialogue sont posés à l'avance et n'ont pas été discutés en concertation, c'est très difficile de dialoguer. Un dialogue, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Mais je pense que quand on parle de dialogue, etc., en RDC, nous avions quand même l'accord cadre qui parlait d'un genre de dialogue. Donc, quelque part, si nous remontons dans l'historique politique de la RDC, quelque part, au sein de l'accord cadre, on pouvait déjà trouver beaucoup de solutions. Ah, ok. Alors, réaction du côté de la majorité, Maître Guillaume Manjolo. Même question. Merci madame. Autant je peux être d'accord avec madame, ce qui vient d'être dit, qui est tout à fait justifié, mais en même temps, il faut dire que bon, est-ce que c'est les débats politiques ou les débats techniques? C'est votre question. Je dirais ceci. La situation telle qu'elle est bloquée aujourd'hui appelle une évaluation technique qui elle-même étant bloquée, donc sollicite absolument une démarche politique. Bien. Maintenant, les dialogues, bien sûr les dialogues, il n'y a pas d'autre choix, parce que bon, on a vu que depuis un certain temps, un certain nombre d'autorités au plan international ont rappelé que c'était nécessaire d'avoir un dialogue. L'ONU l'a rappelé, les papes l'ont rappelé, au niveau de l'Union africaine on l'a rappelé, aujourd'hui encore le Conseil de sécurité le rappelle de nouveau, donc on n'a pas une autre solution que celle-là que de dialoguer. Bon. Maintenant, les thèmes ou les termes du dialogue, parce que pour l'instant, je ne sais pas si madame a une autre perception de la chose, il ne me semble pas qu'on ait déjà fixé en disant qu'on ne doit pas faire ça ou ça. Non, on a dit qu'il y a un cadre qui va être mis en place, et dans ces cadres-là, tout le monde va venir pour pouvoir discuter. Bon, les pourparlers sont notamment depuis un certain temps avec l'UDPS, pour pouvoir, comment dirais-je, évaluer les cadres en question et comment élaborer le fonctionnement de ces cadres-là. Mais il n'y a pas encore des thèmes précis qui barricadent, qui disent qu'on peut parler de ça et pas de ça. Tout est ouvert. Il me semble pas qu'il y ait déjà eu un cahier de charge précis
disant, lorsque vous viendrez au dialogue, vous direz ça, ça et ça, ou on fera ça et ça. Non, ce n'est pas le cas. La question qui nous est posée aujourd'hui, qui est majeure, c'est celle de la CENI, pour parler de l'aspect technique, qui nous dit ceci, j'ai un problème. J'ai un problème, au regard de la Constitution, de mes prérogatives constitutionnelles, je ne suis pas en mesure de pouvoir mettre en œuvre ce calendrier. Je fais comment? Dites-moi ce que je dois faire. Il y a, tout à l'heure vous parliez de la saisine, notamment de la Cour constitutionnelle, c'est un cri d'alarme, c'est une alerte pour dire il y a un problème, il faut absolument une solution. On fait comment? Il appartient aux politiques maintenant de pouvoir s'asseoir et discuter, voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais il n'y a pas une sorte de barricade, des périmètres, faisant en sorte qu'on puisse dire que lorsque vous viendrez, vous ne parlerez que de ça. Ça n'existait pas encore, il n'y a rien de cette nature-là. Donc c'est ça, au fait, qu'il faut devoir rappeler en permanence lorsque on doit discuter de ces problèmes qui, on nous appelle par le comité international pour nous rappeler en permanence qu'il faut absolument que vous dialoguiez. Mais on n'a pas envoyé un cahier de charge pour dire, voilà, on ne dialoguera que sur ça ou sur ça. Non, tout est ouvert pour l'instant. Ok, même question, votre réaction, M. Ngoïmbayo. Madame, le dialogue reste pour nous une devoir royale et loyale. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'à ce jour, madame, tout le monde est intéressé par le processus électoral, mais tout le monde n'est pas impliqué dans la gestion du processus électoral. Madame, vous conviendrez avec moi que les difficultés objectives dont fait face les opérations électorales entament les perspectives du dit délai constitutionnel. Que devons-nous faire? Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était plus important, au regard des 4 paramètres importants, notamment à ce jour, le démembrement qui nous a rejoints, 21 provinces dont les cartes d'électeurs ne sont plus valides, madame. Nous possédons des cartes d'électeurs qui n'ont plus le nom de ces provinces-là. Nous possédons des cartes d'électeurs dont les districts sont devenus des provinces. Devons-nous nous taire? Non. Il faut trouver des cartes qui vont nous permettre d'avoir un fichier assaini. Les jeunes, on n'en parle même pas, c'est un droit civique. 10 millions, ils peuvent se dire, comme vous ne me respectez pas, eh bien, nous faisons une pétition pour changer même la Constitution. Parce qu'il faut 100 000. Il faut résoudre. Nos amis de l'étranger, il faut résoudre. Les financements même. La sécurisation en amont de ces élections. En fait, nous voulons avoir des élections qui aura la fête en amont et la fête en aval. Et pas vous partez déjà avec des contestations pour avoir des chars de combat en aval. Non. Les 4 institutions avaient déjà donné leur orientation qu'il est plus préférable que les Congolais se mettent ensemble, tous, avec un seul point absolu. Okay. La paix, l'apaisement, de manière à avoir des élections apaisées. Donc le but serait peut-être d'avoir un calendrier réaliste qui prenne en compte tous ces aspects que vous venez d'évoquer. Voilà. Ok. Alors, monsieur Maître Zachary Kenda, UDPS de Tchéndi Sekedi, je vous disais tout à l'heure que là encore la machine semble un peu compliquée. Qu'est-ce que vous dites de tout ceci? Oui. De tout cela, 2 minutes. De tout cela, on trouve en face, non déjà animé avec l'esprit de parler pour la République, mais de parler plutôt pour les intérêts égoïstes. Si c'était ça, l'UDPS aurait déjà bien avoir le pouvoir il y a 35 ans depuis qu'elle a été créée. Nous parlons pour le peuple, pour le bien-être du peuple. Dans la bouche, 2016. Je suis en train d'aller en 2016. Dans la bouche de tout un chacun, on veut que le Congo change. Dans leur discours, l'intérêt supérieur de la nation. Ça, c'est facile de dire. La communauté internationale, le Conseil national de sécurité nous demande de dialoguer, de se mettre autour d'une table. Mais Addis Abeba Kabila était seul. C'est le seul qui a paraphé ces accords. Il est le seul qui endosse la grande responsabilité aujourd'hui de bloquer, pour preuve que ça fait toute une année depuis le novembre du mois passé qu'il a déclaré le dialogue. Et pourquoi il ne veut pas convoquer le dialogue? Pourquoi il ne veut pas accéder à la demande de ceux avec qui il veut dialoguer? Si réellement il tient au dialogue. Je crois qu'il a trouvé le prétexte. Je crois qu'on trouve le prétexte par la majorité présidentielle qui a déjà son agenda, qui est en marche même, que nous sommes déjà plus près du but. Le dialogue, ce n'est que le flou pour endormir le peuple. Il ne croit plus dans le dialogue. Ça fait toute une année qu'un président a dit dans 10 jours, on doit mettre le comité préparatoire. Aujourd'hui, c'est plus de 10 fois 10
foi passée que la date prévue par M. Kabila. L'UDPS croit encore en ce dialogue. Non, nous avons dit à l'UDPS que nous avons créé un dialogue sous les auspices de la communauté internationale par le biais du représentant du secrétaire général. C'est ça le texte et l'esprit même du texte d'Addis Abeba. Et nous évoluons encore, à l'UDPS, vous avez suivi mon secrétaire général, Mabungu a dit que si vous allez vers la transition, parce qu'il faut aller dans les logiques, il faut aller jusqu'à l'ennemi. Nous leur avons dit en 2011 que vous n'avez pas gagné les élections et nous avons gagné, ils ont refusé. Aujourd'hui, ils demandent le dialogue avec eux, puisque hier, pas plus tard qu'il y a une année, ils ont fait ce qu'on a appelé concertation nationale. Ils ont appelé cela dialogue. Voilà pourquoi ils parlent au nom de leurs intérêts égoïstes. Ils ont appelé une concertation dialogue et aujourd'hui ils demandent, au lieu de dire dans leur courage, dialogue bis, ils disent dialogue, dialogue, mais vous demandez le dialogue, nous sommes pour le dialogue. Alors au dialogue, vous traînez les pieds. Vous comprenez qu'ils n'ont pas besoin d'aller au dialogue, ils ont déjà un plan concocté pour faire passer Kabila au-delà des délais constitutionnels. Beaucoup pensent que c'est du côté de l'opposition et plus de l'UDPS où on bloquerait le dialogue parce que vous n'êtes pas flexible. Madame, nous sommes trop flexibles. Vous nous avez dit que nous n'irons pas au dialogue. Qui n'a pas entendu? Même les officiels, même les ministres du gouvernement national, ils ont dit qu'ils n'iraient pas au dialogue, ils vont aux concertations nationales et qu'ils voteraient au dialogue. Concertation nationale égale à dialogue. Qui n'a pas entendu ça dans ce pays? Qui n'a pas entendu? Nous vous avons laissé partir. Et même quand ils sont partis, autant de résolutions, aucune, si pas peut-être deux, la formation du gouvernement dite de super génie, qui a été appliquée. Le reste, c'est une lettre morte mise dans les tiroirs du Kabila. Et aujourd'hui encore, ils ne veulent pas aller au dialogue. Dommage que nous ne venons pas pour parler pour la République, nous venons que pour parler pour nous-mêmes. Et peut-être pour se faire voir et se faire embaucher. Mais je crois, madame, que même Kabila dans son fauteuil, quand il suit ce genre de discours, il n'adhère pas. Ok, je reviendrai vers vous. Léonie Kandolo, vous avez eu le privilège de répondre à la toute première question. Je reviens à vous pour en fait relancer par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. On a senti dans vos propos qu'aujourd'hui, la société civile proche de l'opposition est d'avis que le problème doit se régler autour d'une table. Non, je ne pense pas que j'ai dit ça tout à fait. J'ai dit que tous les problèmes, pour résoudre un problème, il faut en parler. Et quand je crois que quand j'ai parlé du dialogue, j'ai dit un dialogue qui était prédéfini. Vous m'avez dit que le dialogue, les sujets n'étaient pas très prédéfinis. Si, je crois que quand le président Kabila a parlé, il a donné les sujets qui devaient être discutés dans le dialogue. Je crois que c'est dans l'ordonnance. Et ce qui faisait obstacle justement à l'adhésion à ce dialogue, c'est que tous les sujets tournaient autour des élections. L'enrôlement des nouveaux majeurs, etc., etc. Or, ce sont des sujets qui peuvent être réglés dans le cadre de la CENI. Donc, quelque part, il n'était pas besoin de convoquer un dialogue pour ce genre de sujet. Si on veut des élections libres, transparentes et acceptables par tous, c'est vrai qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs. Mais c'est vrai que M. Ndanga, qui préside la CENI aujourd'hui, était quand même un des grands techniciens du président Malou Malou. Et que c'est lui qui nous avait dit que tout ça pouvait se faire en 3 mois. Ou en 6 mois, à l'époque. En son temps, il l'a dit. Quand ils étaient des techniciens, c'est ce que Malou Malou nous a dit. Mais moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est quand on parle des Congolais de l'étranger. Bon, c'est vrai que ce sont des Congolais comme nous qui ont le droit de voter. Moi-même, j'ai vécu très longtemps à l'étranger. Mais je ne connais pas de pays où les Congolais de l'étranger ont des cartes consulaires et où ils sont enrôlés dans les ambassades. Quand vous voulez faire une élection où vous associez les Congolais de l'étranger, il faut au moins 1 année ou 2 ans avant demander à tous ces Congolais d'aller se présenter dans les ambassades et d'avoir des cartes des cartes consulaires. Ensuite, comment allez-vous faire voter ces Congolais de l'étranger? Parce que pour moi, c'est vraiment un sujet qui me turlupine, on peut dire ça comme ça. On va prendre un Congolais qui habite à Cape Town. Hein, je vais même pas loin, je vais à Cape Town, dans un pays où il y a des infrastructures. Le Congolais qui habite à Cape Town, quand il a besoin d'un passeport, il doit retourner jusqu'à Pretoria, n'est-ce pas? Il prend l'avion, il va jusqu'à Johannesburg, il va à Pretoria. Alors, quand il va voter, tous les Congolais de l'étranger, ils vont voter comment? Ils vont voter
il va avoir un système, parce que le vote en RDC, c'est un vote papier. Donc, ils vont tous quitter Cape Town, Dallas, etc. pour aller voter. C'est à la CENI de réfléchir à cette question. C'est pour ça. Alors, moi, je me demande pourquoi on intègre des choses qui sont techniquement très difficiles. Ce sont des choses très difficiles. Et là, je parle de pays organisés. Mais il y a des Congolais au Tchad, il y a des Congolais au Cameroun, il y a des Congolais en... Je sais pas que vous êtes experte en question électorale. Disons que je travaille beaucoup là-dessus. Mais disons que... 30 secondes, concluez. Oui, disons que... Donc, il y a tout ce problème. Quand on dit c'est un problème technique, c'est un vrai problème technique. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons mis la charrue avant les bœufs? Pour les jeunes majeurs, c'est normal. Mais pour les jeunes majeurs aussi, je dirais que si nous avions un état civil organisé, nous ne serions pas en se demandant combien ils sont, comment on doit les enrôler, etc. Autre chose par rapport aux cartes d'électeurs. À ma souvenance, quand on a fait la carte électorale, les districts étaient déjà repris comme des provinces. Moi, je me rappelle, a été à plusieurs conférences de Malou Malou où il nous expliquait justement que tout ça était déjà mis en place. Donc, sortir des cartes d'électeurs juste en changeant, cela, je ne pense pas que c'est des choses techniquement difficiles. Mais maintenant, y a-t-il une volonté politique de financer et d'accompagner ces élections? Marquons une pause à ce point-là. Je reviendrai vers vous, Maître Guillaume Mandiolo. Je commencerai par répondre d'abord. Bon, tiens, je commence par madame, puisque je vais revenir sur Maître Kenda. Le confrère Kenda. Madame, le principe qui veut qu'on ait constaté qu'il y a une difficulté de pouvoir mettre en place, en fait, appliquer les calendriers électoraux, appelle la discussion, appelle les dialogues. Mais on ne dit pas ce qu'on va devoir dire exactement pour les cas échéants, passer d'une date à une autre date. Quels sont les mécanismes à mettre en place de sorte à sécuriser et les systèmes et tout le monde. Il s'agit de ça. Il y a un problème. Si on appelle au dialogue, c'est parce qu'il y a un problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas un problème. Tout simplement, ce que j'ai dit, c'est que personne n'a encore fixé ce qu'il faudra dire dans un cas de dialogue. Il s'avère qu'il y a un problème. Il y a un problème de 10 millions de jeunes gens qui sont aujourd'hui majeurs, qui doivent absolument aller aux élections. Bon, puisque l'UDPS nous dit le peuple d'abord, mais ces peuples-là, il faut tenir compte de ces peuples-là. Il s'agit du peuple congolais. Il faut faire avec. Bon, on fait comment? La question est posée. Alors maintenant, à vous, politiques, nous, sous autour d'une table, de discuter pour voir quelles sont les solutions à apporter là-dessus. Ça, c'est un premier problème. Et il ne me semble pas avoir entendu M. Nanga dire, dans 3 mois, on peut faire ceci ou cela, tout ça. Parce que l'équipe de M. Nanga et de Malou Malou avait déjà dit, avant qu'ils puissent entrer en fonction, que votre fameux fichier de 2011 était problématique. Madame, j'étais aux élections en 2011. Je peux vous dire ce que j'ai vécu, c'est catastrophique. Je suis pourtant de la majorité. J'arrive, je suis de Luisa, à la frontière avec l'Angola. Et à Biaboko, pour préciser, parce que bon, les témoins sont là, peuvent suivre. J'arrive avec mes électeurs, ceux qui me supportaient, avec mes drapeaux et tout ça. Ils sont à 3500 personnes, on a 300 bulletins. Vous faites comment? C'est impossible. J'ai calmé les gens, ça crée problème. Aujourd'hui, j'ai perdu cette élection-là et tout ça. C'est dû à quoi? Il y a eu énormément d'imperfections dans le système. Bien. Partant de là, est-ce qu'on doit réitérer les mêmes mécanismes avec toutes ces failles? Oui ou non? J'ai dit non. Maintenant, pour revenir à votre aspect concernant la communauté congolaise à l'étranger, la diaspora, comme on dit, j'en fais partie depuis plus de 35 ans. Madame, le fait qu'on puisse faire une élection à Bruxelles ou à Paris, les gens se déplacent pour venir. Ils n'ont pas besoin de pouvoir rester à Cape Town, parce que c'est un devoir. C'est un devoir national. Comment les gens font en province? Pour partir du centre du territoire ou l'endroit où se trouvent les bureaux d'élection, les gens partent des villages à pied, font 20, 30, 40, 50 km. Alors les gens qui sont dans les pays organisés, structurés, tout ça, pour une passion de la nation, comme j'ai dit toujours, la passion de la RDC, cette volonté, ce caractère civique qu'on va devoir manifester, et ils s'empêcheraient de pouvoir se déplacer après tout pour aller voter. Mais non, parce qu'ils veulent absolument exprimer leur choix et une démarche civique tout à fait importante. Voilà donc. Maître. Voilà. Donc je pense qu'on a eu des cartes consulaires pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a une période maintenant, 10-15 ans, où on n'a plus de cartes consulaires. Mais madame, pendant les années 80, on avait des cartes consulaires. J'en ai eu pendant des années, donc ce n'est pas un problème extraordinaire de pouvoir donner carte consulaire. Toute personne qui a encore les passeports congolais, parce que de toute façon, les gens vont chercher le passeport où? C'est dans les ambassades. Ils font les démarches dans les ambassades, ils font la capture dans les ambassades. La même démarche peut être effectuée pour solliciter une carte consulaire. Ce n'est pas un problème. Évoluez, maître, s'il vous plaît. Maintenant, pour revenir à ce que le confrère disait tout à l'heure à tout. J'ai un problème. J'ai un problème par rapport à ce que vous dites
en concernant l'accord cadre et tout ce qui avait, qui avait été mis en place comme dispositif, de sorte à ce qu'on puisse avoir un dialogue qui serait piloté par la communauté internationale. Ce n'est pas le cas, confrère. Vous êtes avocat, vous êtes juriste, et je vous ai suivi depuis un certain temps. L'accord cadre, il y a des obligations de la RDC. Il y a des obligations régionales, et puis pays par pays, y compris pour la RDC. Reprend les conciliations, les discussions au niveau de la RDC. On ne dit pas qu'il y a une intervention extérieure par rapport à l'accord cadre. Il n'y a nulle part. On ne peut pas dire ça. Pour autant, la résolution des Nations Unies 2098, 14b, c'est là où on peut interpréter l'idée du dialogue. Et c'est ce que, par rapport à la subsidiarité, que l'Union africaine et l'ONU aujourd'hui nous proposent d'avoir un médiateur, un facilitateur. Mais c'est un problème intercongolais. Vous êtes congolais, vous les réclamez en permanence. Vous avez une opportunité de pouvoir discuter pour résoudre ces problèmes. Mais vous ne voulez pas le faire. Et, monsieur, on peut faire le bilan aujourd'hui des nombres de discussions qu'il y a eu de manière directe entre le gouvernement et l'UDPS. Et les sons de cloche qu'on a eu, contradictoires, les modifications, les atermoiements, les changements en permanence, c'est connu de tous aujourd'hui. Alors, revenez, vous êtes au fait une sorte de locomotive pour l'opposition. Ça vous est reconnu. Mais assumez un peu, dites une orientation précise, on veut faire ça, ça et ça. Vous venez avec une revendication, vous la changez le jour d'après, ainsi de suite, tout ça. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de votre secrétaire général Mavungu. Souvenez-vous ce qu'il avait dit pour la sortie de la date où les gens devaient manifester à Kinshasa ici. Il a fait une belle sortie, il a dit qu'effectivement, on ne devait pas participer. Mais on a eu une autre sorte de cloche qui venait de Bruxelles, d'un de vos membres aussi importants. Donc on ne sait pas très bien à qui se fier par rapport à ce qui dit quoi au niveau du dépôt. Okay. Je reviendrai vers vous une fois de plus, maître, M. Ngoïmbayo. Merci beaucoup, madame. Je reviens beaucoup plus à monsieur de l'IDPS. Moi, j'ai beaucoup d'estime à l'IDPS. Mais je suis encore une fois écœuré de comprendre que dans la galaxie de l'opposition, il y a des jeunes composites qui sont nés là-dedans, qui vont vous donner des pions incessamment. Je fais une pyramide de la mouvance oppositionnelle. Dans cette pyramide, je l'évalue conformément aux membres qui sont venus dans l'opposition, qui ont été avec la majorité et qui sont venus vous rejoindre. Là, à la base, c'est M. Etienne Tshisekedi, 100% opposant. Et puis, il y a les Camérés, 50% opposants. Et bien sûr, les G7 n'ont que 2% d'opposition. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont venus vous rejoindre et que je me dis en quoi est-ce que ces gens-là vont arriver à convaincre la population ou à se dédouaner de la gestion. Allez-y. Alors, je voulais vous préciser une chose. Que dans cette galaxie, les nouveaux venus là, avec cette attitude que vous êtes en train de pousser au leader maximum, il se mettra à se battre chaque jour et il n'arrivera jamais à rendre des services pratiques à sa population. Vous allez voir cette attitude-là, si vous ne comprenez pas. Alors, madame, je voulais dire que le dialogue, pour le chef de l'État, l'inclusivité, premier paramètre. Sans inclusivité, ça ne sert à rien d'y aller. Représentativité, deuxième paramètre. En ayant les deux, ça crédibilisera les résultats qui sera issus du dialogue congolais. Donc, pour moi, j'estime qu'il est plus important à ce jour de se mettre autour d'une table et que l'IDPS prend réellement la locomotive. Et que les leaders maximum aussi, qui m'entendent, parce que vous avez dit que si le chef de l'État nous entendait, nous adressons à le leader maximum, s'il peut saisir cette opportunité pour maintenant venir mettre son dernier cachet. Une personne ou dans une enquête, vous êtes juriste, les derniers actes posés par quelqu'un justifient qu'est-ce qu'il voulait faire tout ce temps. Vous ne pouvez pas faire 60 ans et pour venir se criminaliser à la fin. Donc je m'imagine qu'il est plus important que les leaders maximum comprennent que le dialogue reste l'unique voie royale et loyale pour qu'on trouve des solutions afin d'aller aux élections apaisées. Ok. Je l'ai dit au début de l'émission, la campagne pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur des nouvelles provinces a démarré et ces scrutins auront lieu ce samedi 26 mars 2016. Voilà un autre fait qui démontre la volonté politique d'aller vers des élections. Madame Léonie Kandolo, on a l'impression que du côté de l'opposition, on se place plutôt en marge du processus électoral. Vous savez, moi je fais peut-être une fixation, mais moi je fais une fixation sur la Constitution. Moi je crois que tous les pays qui évoluent, tous les pays qui se construisent, ont des textes et les respectent. Et le respect des textes, moi j'ai toujours, c'est comme la fondation d'une maison. Si ta fondation est bien faite, ta maison tient longtemps. Si toi-même tu
saborde ta fondation, tôt ou tard ta maison tombera. Bon, les élections des gouverneurs, c'est bien. Maintenant, moi je suis en train de penser aux commissaires spéciaux qu'on a nommés il y a peu de temps. Excusez-moi, mais ça me surprend un petit peu, parce qu'on a mis des gens en place pour très peu de temps, en fin de compte, qui maintenant vont se retrouver face à des gouverneurs. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Moi, c'est toujours ça. On a déjà tellement de mal à gérer les provinces quand elles étaient au nombre de 11, avec des budgets très difficiles, une rétrocession quasiment impossible à renvoyer dans les provinces. Alors maintenant, avec 21 provinces en plus, comment allons-nous les gérer? Comment allons-nous mettre en place toutes les régies qui doivent être mises en place? Comment allons-nous payer tous ces gens? Comment allons-nous former les gens? Parce qu'en plus, il faut des gens formés dans toutes les provinces. Bon, c'est la Constitution, nous avons 21 provinces, j'espère que l'élection va bien se passer, mais est-ce que ceux qui vont élire les gouverneurs sont encore légitimes? Parce que quelque part aussi, les assemblées provinciales ont dépassé leur délai également. Elles ont été démembrées. Oui, donc est-ce qu'elles ont encore la légitimité, la légalité pour faire cela? Donc oui, au Congo, on se met toujours dans des situations, en fin de compte, où on doit toujours trouver des solutions, comment je peux dire ça, comme on dit en Belgique, half and half. Hein? Moitié-moitié, on n'est jamais totalement dans ce qu'il faudrait. C'est vrai que si il y a des gouverneurs, il faut des élections. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être dû essayer de faire ça peut-être un peu mieux ou d'organiser ça un peu mieux. Bon, en plus, il y a eu les contestations sur les listes qui ont été acceptées, sur celles qui n'ont pas été acceptées. Il y a de nouveau des frustrations qui apportent toujours à la longue des contestations, parce que, vous voyez, dans la vie politique, c'est quand même, il faut toujours une certaine, comment on peut dire ça, une certaine entente entre les gens. Parce que je crois que monsieur me disait tout à l'heure qu'en RDC, on est très avec un point de vue clanique, tribal, etc. Et je crois que tout ça aussi, on doit tenir compte de toutes ces choses-là, même quand on rejette des noms, quand on fait ceci, quand il y a la majorité, il y a l'opposition, etc. Mais moi, je le disais tout à l'heure, moi j'ai une vue assez particulière de la majorité de l'opposition. Oui, ma question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'opposition se place un peu en dehors du processus électoral? Moi, je pense qu'on ne doit jamais se placer en dehors d'un processus électoral. N'est-ce pas? On ne doit jamais être en dehors d'un processus électoral. À moins que vous pensiez qu'il soit vicié au départ. Mais je pense que l'opposition a des candidats. L'opposition a des candidats gouverneurs. Maintenant, ont-ils les moyens, ont-ils l'adhésion de la population? Parce qu'une élection, c'est une adhésion. Maintenant, est-ce que ceux qui vont élire les gouverneurs, c'est ça mon problème aussi que je vous disais, est-ce que ces assemblées ont toujours l'appui de la population? Est-ce que la population se reconnaît toujours dans des assemblées qui sont, on va dire, obsolètes, dont les mandataires n'ont plus de mandat normalement, puisque quand même les mandats c'est 5 ans. Mais qu'est-ce que vous dites en clair? Que ces élections n'ont pas leur raison d'être? Bon, comme elles doivent être faites, elles vont être faites. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va aider à construire la nation? Est-ce que c'est quelque chose qui va aider à construire l'unité nationale? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire aller de l'avant, ou c'est quelque chose qui va nous amener d'autres contestations par la suite? Ok, Ngoï Mbayo. Madame, merci beaucoup. Je crois que les élections de gouverneurs, c'est les retours à l'ordre constitutionnel. Et que ça se passe très bien, et que nous estimons que, en fait, quel est le vrai problème? Pour moi, l'opposition n'est pas en marche, ou elle ne se met pas en porte-à-faux de ces élections, mais regardez très bien, les députés qui seront obligés d'élire, ce sont des députés élus en 2006-2007. La bien partie de l'opposition n'était pas là. Donc, il est vrai qu'ils doivent dire que le corps électoral, les députés provinciaux, et n'en ont pas. Ce sont des députés de ceux qui avaient pris part à ces élections-là de 2006. Mais il y a des assemblées provinciales qui sont en majorité opposition. Oui, c'est ce que j'ai dit, cette frange d'opposition. Mais l'ensemble, au fait, le gros de l'opposition n'avait pas pris part à ces élections-là de 2006-2007. Vous vous souviendrez, on avait demandé même au boycott. Okay. Donc je me dis que ça se passe très bien, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et madame a touché un tout petit peu, heureusement, madame, c'est
elle a récupéré la situation que le démembrement, c'est constitutionnel, madame. Oui, bien sûr. Partout où nous sommes, il n'y a aucun pays du monde qui s'est développé s'il n'est pas passé par cette voie-là, madame. Que ce soit les États-Unis, en France, c'est 100 départements. En Allemagne, c'est plus de 16 Länder. Donc, on estime qu'on ne peut avoir la possibilité de permettre un contrôle accru à la base que par cette voie-là. Donc, c'est constitutionnel, c'est l'article 2, et que cette voie-là, les moyens viendront d'où? C'est d'abord les moyens humains. La ressource fait partie de moyens. Vous êtes dans les fins fonds et que vous n'avez jamais eu le temps de voir votre autorité arriver, je crois que même le cantonnage manuel peut commencer. C'est l'unique voie au monde qui a permis aux grands pays ici ou aux pays industrialisés de se développer. Donc, notre pays ne peut pas faire exception. Nous ne pouvons que passer par deux voies comme ça pour permettre à la base de surveiller même à quoi serviraient de leurs ressources. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau de l'UDPS? Les élections du gouverneur, on en dit quoi? Oui, au niveau de l'UDPS, avec des millions de Congolais qui vont suivre cette émission, ils vont noter que le deuxième tour des tables, on a refusé catégoriquement de donner la parole à Maître Zakari Kenda. Je ne sais pas pourquoi, le deuxième tour des tables, on ne m'a pas donné la parole pour réagir, pour réagir aux accusations portées contre... Oui. S'il vous plaît, oui. Là, j'ai fait des réactions de manière croisée. Ça, c'est une tactique. Oui, oui, c'est pas une tactique, puisque deuxième tour, on a parlé d'un sujet et maintenant on est dans un autre. Non, et le deuxième, on n'a pas permis. La question est... comme je suis d'accord. S'il vous plaît, tout à fait. Je ne voudrais pas que vous sémiez dans la tête des Congolais que nous avons des partis pris. Non, ça, on ne tolère pas. Ce que j'ai fait maintenant, je vous fais réagir de manière croisée. Oui, j'ai réagi d'abord au premier thème. Ils ont parlé de ce qu'ils disent, ils ont tenté de donner des